Si j'étais guide touristique demain, je ne montrerai pas la couleur du ciel bleu et les plages blanches, mais je leur dirais, allons découvrir ensemble tout ce qui s'est passé là. Les dieux ont été très forts, ont comblé cet endroit d'histoires non dites, d'histoires vraies, d'histoires un peu rocambolesques. Dès le XVIIIe siècle, les explorateurs qui font le tour de l'île Maurice mentionnent ce modeste village, difficile d'accès, dont ils apprécient la fraîcheur et la quiétude. En 1789, l'écrivain Bernardin de Saint-Pierre y séjourne, puis le botaniste Pierre Poivre, qui mentionne l'établissement de Belle-Ombre, où l'on est bien reçu. Baudelaire parlera du pays des légendes. Des hommes illustres attirés à Belle-Ombre, à l'image des grandes nations qui portent un intérêt particulier à l'île Maurice. Elle avait de l'intérêt parce que ce petit caillou sucré est situé en droite ligne sur la route des Indes. Et la route des Indes, c'était la route du commerce de l'époque. Les Hollandais avaient mis sur pied la première compagnie des Indes hollandaise, suivie par les Anglais et les Français, et tout le monde se disputait cette route qui menait aux épices, la route des épices, des soieries, etc., etc. Durant le XVIIIe et le XIXe siècle, se succèdent Français et Anglais. Les batailles pour prendre possession de l'île se multiplient. Et à Belle-Ombre, les signes de ces conflits sont encore visibles, comme cette poudrière que des passionnés ont découvert ici, dans la baie de Jacotet. Le fameux commandant Willoughby, qui a été le chef de l'escadre anglaise au combat du Grand Port, est arrivé un soir ici et a décidé de débarquer. Et il a pris le poste, il a encloué tous les canons pour qu'ils soient inutilisables, il a mis le feu au poste. Et à ce moment-là, les habitants qui étaient là ont vu les flammes, sont venus avec quelques soldats, ils ont fait face aux Anglais tant bien que mal. Les Anglais sont repartis, on dit que Willoughby est reparti en chaloupe, mais ils avaient pris la précaution de prendre en otage le chef du poste, et puis ne sachant pas trop quoi en faire, ils l'ont relâché en négociant avec les habitants de l'endroit sa libération contre des poulets, des cochons et des cabris. Belle-Ombre, au début de la plantation, est décrit comme un hameau modeste aux terres arides. Il faut alors se remémorer le douloureux labeur des esclaves africains et malgaches de la toute jeune propriété pour arracher quelques terres arables à la forêt. Il faut aussi imaginer l'aventure et l'esprit pionnier dont ont dû faire preuve les hommes qui ont osé entreprendre ici. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on était encore en pleine période d'esclavage. Tout a démarré avec la construction de l'usine. Il y avait très peu d'habitants. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une activité sucrière et humaine qui a été extraordinaire, qui a été aussi canalisée et humanisée, très important, par l'arrivée du fameux Charles Telfair, dont on sait qu'il a été un naturaliste célèbre, et qui a fait de Belle-Ombre son terrain de transformation de l'homme. Telfair, un innovateur, un inventeur, qui rachète Belle-Ombre en 1816, va révolutionner le domaine en profondeur et pour toujours. Il porte un regard nouveau sur ses ouvriers, améliore leurs conditions de vie, les forme aux métiers agricoles, importe des outils nouveaux, comme la bien nommée pioche-bœuf, pose le premier chemin de fer pour acheminer la canne vers le batelage. Batelage, autre ouvrage audacieux pour transporter le sucre vers la capitale par la mer. Telfair n'aura pas connu le château de Belle-Ombre. Aura-t-il vu grandir l'intendance, arbre plus que centenaire, à l'ombre duquel viendra s'ériger le château en 1890, construction ordonnée par l'Indien Jacquaria depuis son Inde natale et dans lequel il ne mettra jamais les pieds. Comme toute demeure sucrière, on va dire,
La maison de plantation était l'épicentre de l'activité sucrière de l'époque. Et tout convergeait vers ces demeures. Moi, j'ai eu la chance donc de vivre ici mon enfance. Et je pense que cette maison de Belle-Ombre particulièrement trouve aussi sa magie dans son éloignement. Son éloignement qui lui a donné ce côté majestueux qu'on découvre quand on arrive sur les lieux. Au rythme des récoltes, des entre-saisons, de la floraison, le domaine vivait, vibrait, sentait le sucre, la canne brûlée, fermentée, caramélisée. Autant d'adjectifs pour illustrer d'intenses sensations. On était très près du sucre. Quand on allait visiter l'usine le soir, gamin, parce que pour nous c'est exceptionnel, hein, une usine, on était au cœur du sucre. Et quand on allait à la fin, récolter le sucre qui sortait, on avait bouclé la boucle de cette denrée extraordinaire qu'on appelle le sucre. L'usine est fermée aujourd'hui. Mais les souvenirs qui ont rythmé la vie de ceux dont la survie était assurée par le travail à l'usine ou dans les champs de canne sont encore bien vivants. Ne pas laisser s'échapper ce que leurs précieuses mémoires ont à nous enseigner. Tu manges pieni. Toi, tu bois ça, hein? Bois années. Oui, cassia, coco. Coco. C'est dans la case, ça. Bois ça. Et tu n'as rien pas beau chemin. Amène d'ici, battelage, mettre dans le bateau. Après, ouais, dans le salon, elle remplit le bateau. Tu remplis par balle. Ouais, après, Oui, elle brûle. je me connais. Belle-Ombre, un territoire témoin de l'histoire coloniale, sucrière, mais surtout, dès ses débuts, une terre d'expérimentation et d'innovation, d'hommes visionnaires, précurseurs. Et il fallait de l'audace pour engager Belle-Ombre dans sa nouvelle dimension, celle d'une terre d'accueil qui s'offre au tourisme et à de nouveaux résidents venus du monde entier.